Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous retrouver tous les jeudis avec Philippe David, ensemble jusqu'à 20h. Ce soir, face à la presse avec Laurent Meillot qui est avec nous de Mobility TV. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous. Valérie Collet, journaliste au Figaro. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et notre invité du jour, Maxime Picard, responsable des achats de l'approvisionnement du groupe Stellantis. Merci d'avoir accepté notre invitation au sommaire de cette émission. Donc le groupe franco-italien américain figure en bonne place dans le top 10 des plus gros constructeurs mondiaux, fort de ses bons résultats opérationnels. Stellantis entend poursuivre sa lancée malgré une conjoncture chahutée avec une projection de 5 millions de véhicules électriques que Stellantis entend vendre chaque année dans le monde d'ici 2030. Stellantis, c'est aujourd'hui 14 marques et 2 marques de mobilité avec l'annonce d'une co-entreprise avec la start-up chinoise Leapmotor et une approche multi-énergie unique qui englobe les produits, les plateformes, la production et la chaîne d'approvisionnement. Et dans un instant, les états des lieux du marché automobile, la Chine face aux menaces de l'Europe en matière de droits de douane, les enjeux du groupe face aux 100% électriques à horizon 2035, les carburants alternatifs et bien entendu à l'heure où on en parle, la réindustrialisation. Quelle sera l'usine du futur? On en parle, c'est maintenant et c'est jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Merci d'être avec nous, Maxime Picard, responsable des achats et de l'approvisionnement du groupe Stellantis. Stellantis, forcément Peugeot, c'est un peu votre carrière en fait. Et j'ai commencé chez Peugeot, effectivement, il y a 25 ans. Et puis le groupe a grossi de manière incroyable. Peugeot, PSA, puis Stellantis, donc des étapes importantes et une fidélité au groupe qui n'a cessé de me proposer des challenges incroyables. Laurent Meillot. Maxime Picard, on sait que le groupe Stellantis a investi énormément, comme beaucoup de constructeurs, sur la voiture électrique. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a un tassement des ventes, en tout cas en Europe. Il y a aussi des incertitudes liées au contexte politique, les élections européennes, ce qui va se passer également aux États-Unis. Comment interprétez-vous ce ralentissement? Pour vous, c'est juste un épisode, ça peut être un plateau, voire peut-être un signe précurseur d'un éventuel retournement de situation? Si on reprend les choses dans l'ordre, la planète se réchauffe. Ça, c'est la première étape. Ça n'a pas changé, on est d'accord. Donc, deuxième étape, il faut décarboner tout le monde, toutes les industries. Et nous, l'automobile, il y a plusieurs solutions, mais celle dont le bilan est meilleur, c'est le véhicule électrique. Vous le savez, on dit zéro émission, c'est pas totalement vrai. Fabriquer un véhicule électrique, ça émet du CO2. Donc on fait ce qu'on appelle l'empreinte carbone. On calcule la totalité de tout ce qui se passe en carbone, depuis l'extraction du minerai pour faire le fer, l'analyse etc. du cycle de vie. Jusqu'au bout. Analyse du cycle de vie, jusqu'à l'utilisation, le client qui fait son plein ou qui branche sa voiture, et jusqu'au même à la fin quand il faut recycler le véhicule. On calcule tout ça. Et pour faire simple, un véhicule à essence, c'est 50 tonnes équivalent par voiture. Un mild hybride, c'est 40. Un plug-in hybride, c'est 30. Un véhicule électrique, c'est 20. Avec l'électricité qu'on a aujourd'hui en Europe, un peu carbonée en Allemagne, décarbonée en France. Et c'est 10 si on n'avait que du vert. Donc c'est QFD, le véhicule électrique, c'est le plus performant. C'est vrai, mais si les clients en veulent moins, concrètement, comment ça va vous impacter? Et c'est bien ça l'impact, et c'est bien pour ça que vous nous avez entendu de temps en temps un peu lever la voix en disant attention, c'est la bonne solution, mais il faut faire attention au chemin pour y aller. Si le véhicule est trop cher, on va pas s'en sortir. Mais aujourd'hui, vous avez la chance avec Stellantis d'avoir non seulement des véhicules excellents qui amènent de l'autonomie, ça rassure les clients. Véhicule i3008 avec lequel je suis arrivé, c'est 680 km d'autonomie. Et de l'autre côté du spectre, Citroën qui amène un véhicule électrique à moins de 20 000 euros. On commence à se rapprocher d'un monde thermique. Donc nous allons apporter les solutions. Valérie Collet. Et ce qu'on voit, c'est que le rythme auquel les clients justement achètent ces véhicules électriques est plus lent que ce qu'on pouvait imaginer. Vous êtes justement la personne qui prévoit les achats de matériel, de batterie pour les années à venir. Quelle marge de manœuvre vous avez justement pour faire une petite pause, ou en tout cas ralentir le rythme, ou revoir les perspectives d'achat que vous aviez imaginées? Quelle marge de manœuvre vous avez aujourd'hui? Alors déjà, nous, on a l'arme ultime, le couteau suisse, c'est que nos plateformes sont multi-énergie. Vous allez visiter une de nos usines et vous voyez l'une derrière l'autre sur la même ligne, une voiture électrique, une voiture hybride rechargeable et une voiture thermique. Nos plateformes sont capables de faire les trois. Ce qui fait que le jour où, par exemple, janvier 2024, le gouvernement allemand enlève 4 000 euros de subventions, immédiatement, ça fait freiner les ventes. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le bouton et on met un peu plus de véhicules à essence, un peu moins de véhicules électriques. Donc, dans nos usines, l'impact est quasiment nul. Il n'en reste pas moins, et c'est le responsable des achats qui vous parle, que ça peut avoir un impact sur les composants, que sont les batteries, les moteurs électriques. Et donc là, effectivement, nous, on essaye d'ajuster
au maximum. Et vous avez vu récemment que la entreprise dans laquelle on a investi, ACC, a dit qu'elle allait ralentir un peu le rythme de ses investissements simplement pour les faire suivre l'évolution du marché. Justement, j'allais rebondir là-dessus. Il y a donc une pause sur des projets en Italie notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surproduction? Parce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu une euphorie autour des capacités de batteries, notamment dans les Hauts-de-France. Il y a des projets partout en Europe. Est-ce qu'on risque pas d'en produire plus que ce que nous demande le marché finalement? Encore une fois, c'est l'objet de nos réflexions, c'est-à-dire que quand on voit que le risque, que le chemin freine, on voit avec nos partenaires fabricants de batteries, on dit allons-y un peu plus doucement. On peut pas trop se permettre d'avoir de surproduction parce qu'une gigafactory de batterie, c'est quelques milliards d'euros d'investissement. Si ça tourne pas 365 jours par an, 7 jours sur 24 heures, c'est un peu plus compliqué. Mais n'oubliez pas un point extrêmement important. C'est que vous me parliez des élections, etc. On sait déjà que le Parlement européen va pas changer dramatiquement dans sa composition. Et que donc les lois qui ont déjà été votées vont s'appliquer. Et de toute façon, si vous voulez changer les lois, vu le rythme habituel, il faudrait 2 ans. Donc, le seuil de 2025, qui va nécessiter que tout le monde ait à peu près au moins 20% de ses ventes en électrique, il est là, il est devant nous. Et donc l'année prochaine, tout le monde va être aligné pour continuer la croissance du véhicule électrique, je peux vous le dire. La clause de revoyure qui est prévue normalement pour justement savoir à quel rythme il faut continuer ou pas cette électrification, 2026, c'est quand même très très bientôt. Vous pensez qu'en fait on ne va pas changer le rythme qui était déjà envisagé, on va pas ralentir, on va pas aller plus doucement, on va rien revoir? Alors, 2 choses. Je vous parle d'un seuil en 2025 qui, encore une fois, lui, pour moi, il est derrière nous, même si c'est l'année prochaine. Derrière, effectivement, il va y avoir discussion, clause de revoyure. D'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Encore une fois, nous allons amener sur le marché des modèles extrêmement compétitifs. On se plaint tous, il n'y a pas assez de stations de recharge, mais finalement, il y en a de plus en plus. Les gens s'habituent. C'est une expérience, l'électrique. Donc tout ça, ça va nous permettre, dans les années 2026, 27, de refaire le point, de nous reposer des questions. Mais encore une fois, l'électrification, elle est là pour décarboner. C'est la meilleure solution. On peut discuter du rythme, on peut ajuster. Il faut pas dévier. C'est pour ça qu'on dit aux politiques, changez pas d'avis toutes les 2 minutes. C'est la bonne solution. Vous y avez été un petit peu fort. Maintenant, on est parti. On change pas l'effort, on garde la direction, on adapte un petit peu la trajectoire, mais c'est la solution. Laurent Meillot. On l'a compris, la trajectoire reste la même. Pour autant, on voit certains constructeurs qui étaient pressés au début de mettre fin au moteur thermique et qui finalement se disent, au-delà de 2030, on va continuer à en faire. Des Volkswagen, des Daimler. En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez arrêté tout développement des véhicules pour les moteurs ou est-ce que vous en gardez un petit peu sous le pied, si j'ose dire? On développe toutes les générations des moteurs qui vont passer les normes Euro 7. Donc on va avoir nos moteurs qui arriveront au meilleur savoir-faire de consommation, en respectant les normes, etc. On a les capacitaires, donc on sait faire du véhicule thermique, j'ai envie de dire, pour toujours. Et les carburants synthétiques, c'est une solution qui vous paraît intéressante? Je vous ai fait ma petite règle facile, 50, 40, 30, 20, 10. Le véhicule avec du carburant synthétique, c'est 20. Donc ça restera 2 fois plus émissif qu'un véhicule électrique avec de l'électricité décarbonée. Et en matière de coût, c'est pas non plus très simple comme solution. Donc ça paraît quand même une demi-solution. Et il y a 2 solutions, sur la transition de toutes ces voitures que vous avez en parc aujourd'hui, même en occasion, de les transférer d'une manière à un carburant alternatif, moins énergivore en tout cas. Tout à fait. Votre point est extrêmement important. On parle toujours des voitures neuves, faut penser au parc. Et donc nous, on a effectivement communiqué sur le fait que d'ailleurs nos moteurs étaient compatibles. C'est-à-dire que si demain se vend à des prix attractifs des carburants synthétiques, on est capable de les mettre dans les véhicules du groupe Stellantis et donc de bénéficier d'une amélioration sur le parc existant, qui est important. Est-ce que l'hydrogène est une option pour Stellantis? L'hydrogène, c'est vraiment une option. Pour une raison principale. C'est que plus vous parlez d'un engin important, et nous on en a des engins importants, on a des très beaux utilitaires en Europe que vous voyez. Et puis il y a des pick-up américains. Il y a des pick-up américains, exactement, que vous voyez moins ici. Qui s'appelle Bélier en anglais. Exactement, les rames. Et ça, c'est lourd. Et donc, qui dit lourd dit grosse batterie, et une batterie, ça passe quand même une partie de son temps à vide, donc à la fin, ça fait une masse à transporter qui est importante. Et donc, on voit très bien que à partir d'une certaine masse, l'hydrogène devient une bonne solution. Et donc, c'est pour ça qu'on le développe en Europe et aux États-Unis, sur nos véhicules utilitaires et sur nos pick-up. Il faut juste qu'on fasse attention à une chose. L'hydrogène, c'est très bon si vous avez de l'hydrogène vert. Et le seul risque que tout le monde a devant, c'est que l'hydrogène vert, l'aviation en veut, les trains en veulent, les camions en veulent, l'industrie en veulent. Il faut être sûr qu'il y en ait assez pour tout le monde, sinon on va nous dire, les constructeurs automobiles, allez jouer avec vos véhicules électriques.
Allez, on revient dans un instant avec Maxime Picat, qui est responsable des achats et de l'approvisionnement du groupe Stellantis, et nos deux invités aujourd'hui, en tout cas invités journalistes, Laurent Meillot, Mobility TV, et Valérie Collet, Le Figaro. Si vous voulez poser des questions, bien sûr, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Et on reviendra dans un instant avec la Chine, sujet important pour les constructeurs français. À tout de suite. Sudras 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et avec notre invité Maxime Picat, responsable des achats et de l'approvisionnement du groupe Stellantis, face à notre invité Laurent Meillot, qui est avec nous à Mobilité TV, ou Valérie Collet du Figaro. Et on revient sur cette Chine sous les feux de l'actualité, avec forcément ces menaces de taxation de jusqu'à 50% des automobiles made in China. Aujourd'hui, votre regard justement sur cette taxation éventuelle en tout cas de l'Europe, de la Chine, comme c'est difficile pour un constructeur français de faire face et de trouver la bonne position face à la Chine? Par définition, à Stellantis, on est contre ce genre de taxe, parce que ça crée quelque part une protection un peu artificielle par rapport à une concurrence que d'une manière ou une autre à laquelle on fait face, parce que nous on est un constructeur mondial, on est présent en Afrique, Moyen-Orient, en Asie. La concurrence chinoise, on l'a de plein fouet, et à nous de faire des meilleures voitures, compétitives, plus attractives, avec une meilleure technologie. Et donc, quelque part, ça empêche aussi les Européens d'avoir accès à des véhicules qui sont mieux placés en matière de prix, et aussi d'aider à faire l'électrification. Ça veut dire qu'on ne combat pas, on travaille ensemble, on collabore? Alors, c'est aussi une solution. Vous savez que nous avons investi dans Leapmotor, qui est le cinquième plus grosse start-up chinoise de pur BEV, pur véhicule électrique, et nous avons même une co-entreprise avec eux qui fait que tout ce qu'ils exportent en dehors de Chine, c'est nous qui nous en occupons et qui allons le commercialiser aux quatre coins du monde. Et même mieux, là maintenant, vous avez confirmé que vous ouvriez les portes de l'usine de Pologne à Tichy pour justement faire fabriquer dans cette usine les voitures de Leapmotor. Donc ça, c'est une nouvelle étape de ce partenariat qui vient d'être franchi. Qu'est-ce que ces voitures vont apporter de plus en fait aux Européens? Parce que vous venez de lancer la EC3 électrique de Citroën, qui est justement la moins chère du marché, faite en Europe. Là, qu'est-ce que par exemple ces voitures Leapmotor vont apporter de plus que ce qui existe déjà? Si vous voulez, cette offensive de l'automobile chinoise, c'est un fait. Elle est là, elle va, je pense, être un peu freinée par les taxations dont vous avez parlé et qui ont été annoncées. Sauf qu'il suffit que les constructeurs chinois s'installent en Europe pour que le problème se traite. Et déjà, un certain nombre de nos concurrents ont annoncé ouvrir des usines en Europe, et donc ils pourront sans problème commercialiser leurs véhicules. Donc nous, on a pris la décision côté Stellantis de dire, au lieu de la regarder de loin et de dire ça marchera jamais, ou mettez des taxes ou je ne sais quoi, c'est d'aller la regarder de plus près. Donc on a fait cet accord qui au passage nous permet de comprendre la vitesse. La raison pour laquelle les véhicules chinois sont moins chers, selon l'Europe, il y a une partie qui sont des subventions, admettons. C'est pas que le coût du travail. Aujourd'hui, la Chine n'est pas le pays le moins cher du monde, et de loin, en matière de salaire. Et donc aujourd'hui, la raison pour laquelle la Chine avance, c'est aussi parce qu'ils réfléchissent vite, ils ont des solutions, ils amènent des voitures rapidement. Et nous, on est humble, on a beau être là depuis 100 ans, on apprend de nouveaux acteurs qui viennent plus quelque part de l'informatique, du téléphone que de la voiture. Et la clientèle est friande de nouveautés aussi. Et la clientèle, oui, friande de nouveautés, mais elle est aussi friande de nos nouveautés. Donc là-dessus, je pense qu'on n'a pas trop d'inquiétude à avoir. Si on amène les bons produits, il n'y aura pas de problème. Mais nous, on est là pour apprendre aussi. Est-ce que c'est aussi une manière de faire du transfert de technologie inversée, d'apprendre justement de ces acteurs au sein de Stellantis, d'apprendre comment ils font et de les copier d'une certaine façon? Pourquoi inverser? Parce que par le passé, les constructeurs occidentaux sont venus en Chine et ils craignaient d'ailleurs peut-être que les Chinois s'approprient le thermique, ce qui n'a pas été le cas. C'est très intéressant, ce qui n'a pas été le cas, puisque tous les acteurs chinois qui sont en face de nous, là, les principaux, ceux qui trustent le sommet des ventes en Europe dans les constructeurs chinois, ne sont pas les Chinois avec lesquels les Occidentaux ont fait des joint ventures, des co-entreprises pendant des années. Preuve que cette voie-là, elle n'a pas été totalement couronnée de succès, mais comme le gouvernement chinois a de la suite dans sa stratégie industrielle, ils ont dit, bon, les co-entreprises, ça n'a pas l'air de marcher génial pour le transfert de technologie, passons au-delà du véhicule thermique parce qu'on va jamais rattraper le retard, allons à l'électrique, poussons les co-entreprises à faire de l'électrique, et puis finalement, ce sont des entreprises privées, les BYD et autres, qui ont réussi à faire leur petit bonhomme de chemin, et ce sont eux qui reviennent.
Donc c'est une inversion un peu différente. Laurent Meillot. S'agissant de Leapmotor, on a pu lire ici et là que c'était la 15e marque de Stellantis. Est-ce qu'il faut le comprendre comme ça ? Alors, factuellement, cette marque ne nous appartient pas. On a juste une co-entreprise à 51% Stellantis qui commercialise Leapmotors en Europe. Donc, c'est une marque que commercialise Stellantis. Ça reste une entreprise indépendante dont Stellantis est actionnaire à un petit pourcentage. Donc, c'est pas une marque qui nous appartient telle qu'elle. Sur le point de vue des concessionnaires, parce que c'est important aussi, elle est forcément à un moment donné en concurrence avec certaines de vos marques et certaines de vos produits. Comment vous allez l'installer dans le paysage de Stellantis ? Alors déjà, on a nos concessionnaires, un certain nombre d'entre eux vont commercialiser les véhicules Leapmotors. Vous savez, beaucoup n'ont pas attendu l'arrivée de Leapmotors pour vendre d'autres véhicules que ceux du groupe Stellantis. Donc aujourd'hui, le fait que notre réseau, aussi pour un souci d'efficacité, vende plusieurs marques, la plupart du temps celles du groupe Stellantis et de temps en temps des marques en dehors du groupe Stellantis, ça fait partie des choses. Nous, on a l'habitude avec 14 marques de travailler la différenciation. Parce que si on s'amusait à avoir des marques qui se ressemblent, qui se copient, on s'en sortirait pas. On a fait honnêtement bon travail ces dernières années pour faire en sorte honnêtement qu'entre Peugeot et Citroën, c'est pas le même monde, c'est pas le même univers. On saura très bien avoir un Leapmotor qui aura sa propre histoire. C'est quoi son ADN en fait ? Ce sera quoi son ADN ? Leapmotor, c'est beaucoup plus cette innovation rapide chinoise, accessible plus rapidement. Donc c'est ce courant-là. Et c'est une marque récente, donc ils ont encore beaucoup à construire dans leur identité. Laurent Meillot veut réagir. En parlant des nouveaux acteurs chinois, il y a BYD qui est le challenger de Tesla. Il y a un peu plus de 20 ans, ils faisaient encore des batteries pour les téléphones portables. Et puis, il y a XPeng, bien sûr, qui vient d'arriver. Mais je pense à Xiaomi, qui est le concurrent d'Apple pour l'iPhone et qui vient de se lancer dans la voiture électrique. Il fait un modèle et en très peu de temps, il en vend déjà 100 000. Enfin, en tout cas, il engrange 100 000 commandes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Nous, on est inspirés. On a eu deux éléments qui sont venus secouer notre industrie, qui innovaient, qui étaient très bien, mais qui étaient un peu sur sa trajectoire. C'est Tesla d'abord et les constructeurs chinois. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend déjà, encore une fois, des gens qui viennent d'une autre industrie. Donc le cycle de développement, c'est celui plutôt de la mise à jour du logiciel du téléphone, plutôt que nos cycles longs de 7 ans de remise des véhicules. Donc ils nous apprennent à avoir un cycle de développement absolument complètement différent. Et puis ils font des choses eux-mêmes que nous, depuis de nombreuses années, nous avons laissé à nos sous-traitants. Alors que c'est des petites équipes, alors qu'ils viennent de nulle part, ils disent non, je vais faire ma boîte de vitesse moi-même, et on voit des ingénieurs qui font des boîtes de vitesse eux-mêmes, on dit oui, c'est quand même intéressant. Donc ils nous challenge sur notre capacité à qu'est-ce qu'on doit savoir contrôler demain dans le véhicule du futur, et donc c'est là-dessus où on fait un certain nombre de réglages comme le logiciel. Maintenant on développe nos logiciels nous-mêmes. Et à part justement rester une entreprise mondiale énorme, très importante, qu'est-ce que vous allez pouvoir opposer à ces nouveaux acteurs qui viennent du monde de l'high-tech et qui, à vrai dire, peuvent très bien vous balayer d'une certaine façon, parce qu'on voit ce qui s'est passé avec Tesla, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec BYD. En fait, l'ancien monde de l'automobile est fragile. Qu'est-ce que vous pouvez opposer à ça ? Alors, je vous dirais de regarder quand même l'autre moitié du verre. Les capitalisations boursières de toutes ces entreprises ont perdu 90% en moyenne de leur valeur. Le meilleur, c'est Tesla qui a perdu que 50%. Donc, qui reste élevé par rapport à Stellantis. Tout n'est pas rose dans cet univers-là. Le seul qui a réussi à te percer de manière stabilisée, vous avez raison de le dire, c'est Tesla qui a fait un super boulot. Mais ces entreprises, à un moment, elles deviennent grosses et donc elles commencent à avoir des problèmes de legacy. Et donc, c'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas au bout de l'histoire, que chacun va apprendre de l'autre, réussir à trouver la flexibilité, s'en sortir. En tout cas, nous, on est conscients et sûr d'être bien placés au milieu de cet échiquier. On a parlé de l'usine Tichy en Pologne, qui était une usine Fiat, si je ne m'amuse, qui va faire des Leapmotors. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain des Leapmotors fabriqués en France ? Je sais pas, vous êtes de Mulhouse, à Sochaux ou à Rennes. De toute façon, l'habitude d'avoir un outil industriel qui est pas du tout réparti par marque. On a des plateformes, on a des technologies, et donc il y a une usine en Espagne. C'est intéressant stratégiquement d'y faire des Peugeot et des Fiat et des Lancia. C'est une stratégie industrielle qui n'a rien à voir avec les marques. Donc vous pouvez, par définition, trouver dans n'importe quelle usine du groupe Stellantis, n'importe quelle des marques, c'est l'optimisation de nos schémas industriels qui le décide. Laurent Meillot. On parlait de champions de la tech. Il y a Foxconn, par exemple, avec lequel vous travaillez.
Oui, Foxconn, extrêmement intéressant. Honnêtement, on apprend énormément de tout ça. Avec Foxconn, on a le développement de beaucoup de solutions pour nos cockpits. Pareil, rapidité du cycle de développement. Ils travaillent beaucoup avec des constructeurs chinois. On apprend des choses de leur part. C'est extrêmement enrichissant. On a aussi beaucoup appris de la fameuse crise des semi-conducteurs qui a arrêté l'industrie automobile. Et donc, nous, on a dû, en particulier moi, aller parler directement avec les acteurs du semi-conducteur. C'est fantastique. Quand on parle directement avec eux, on gagne un temps fou. Leurs innovations, ils nous les amènent directement et donc on gagne 2 ans sur les temps de développement. Donc, effectivement, on voit que les lignes bougent dans ce monde-là. En tout cas, nous, on est bien absolument décidé à garder l'orchestration de la roadmap technique de nos véhicules et donc sa maîtrise. 2 petits mots, puisque nous étions avec la délégation à Pékin. 2 choses qui ont été vues forcément au salon de Pékin, c'est d'abord la jeunesse du public, ce qui était quand même assez étonnant, et 2, la façon dont ils pensent l'automobile. Et eux disent, c'est un portable avec des roues. Est-ce que nous aussi, on rentre dans cette démarche ? Enfin, depuis le temps qu'on est sur le marché chinois, moi-même j'y ai travaillé 5 ans, effectivement on a appris énormément de choses. Quand j'étais en Chine, mes vendeurs avaient pas le permis de conduire et les responsables des concessions avaient 28 ans de moyenne d'âge. Oui. Donc apprendre à ces équipes-là à correctement accueillir les clients, leur expliquer les véhicules, ça demandait énormément de temps. Et puis les distances moyennes parcourues sont pas les mêmes, les lignes sont droites, donc la tenue de route extraordinaire d'une Peugeot, c'est pas le sujet numéro 1 que vous allez amener à vos clients. Donc ça fait longtemps qu'on se nourrit des différences des marchés dans lesquels on opère. Au passage, on a des équipes très diversifiées. Moi, j'ai des équipes en Chine, des équipes en Inde, un peu partout, qui nous aident énormément à capter ça. Et donc à la fin, pas arriver avec notre modèle européen ou américain en disant c'est ça qui est bien, mais à nous adapter aux attentes de nos clients. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite, c'est les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on vous souhaite la bienvenue ce soir dans ce Face à la presse avec Laurent Meillot qui est avec nous de Mobility TV, Valérie Collet qui est journaliste au Figaro, avec notre invité Maxime Picard, responsable des achats et de l'approvisionnement du groupe Stellantis, avec cette échéance en 2035 du 100% électrique. Les matières premières vont devenir en tout cas un enjeu primordial aujourd'hui pour les constructeurs français. C'est non seulement un enjeu pour nous garantir le fait que l'accès sera suffisant aux matières dont on a besoin, mais c'est aussi un enjeu de compétitivité. Vous avez intérêt à avoir les matières premières au bon coût. Vu la part qu'elles représentent dans un véhicule électrique, vous pouvez avoir un gros problème de compétitivité si ça n'est pas le cas. Vous les achetez à l'avance et même vous investissez dans des mines également. Tout ça vient de la crise des semi-conducteurs. On s'est rendu compte que ça faisait à peu près un siècle dans cette industrie qu'on achetait de la tôle, du plastique et de la fonte pour faire simple à nos fournisseurs. La seule question qu'on avait à se poser, c'est combien on va vendre de voitures l'année prochaine. On disait le chiffre à nos usines, fournisseurs, et la vie roulait. Tout à coup, le monde s'arrête, semi-conducteurs, plus de semi-conducteurs, qu'est-ce qui se passe ? On demande à nos fournisseurs, je sais pas, demande à mon fournisseur qui demande à un fournisseur. Et on arrive à un fournisseur de semi-conducteurs qui dit, vous êtes qui, vous ? Je vous connais pas, monsieur Picard. Bon. Et donc c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait un peu perdu la main dans notre industrie parce que l'électronique d'une part et la chimie des batteries de l'autre part, petit à petit, c'est monté en puissance dans la voiture sans que nous, on s'en rende trop compte et sans que nos fournisseurs le maîtrisent suffisamment bien. Donc, solution. Maintenant, on regarde en permanence la totalité de la supply chain de nos fournisseurs, mais jusqu'au dernier d'entre eux, et on regarde les risques, soit d'un endroit où on a un manque, soit d'un petit oligopole où il y a 1 ou 2 acteurs qui maîtrisent le marché. Et auquel cas, qu'est-ce qu'on fait ? On agit, on investit, et sur les mines, on a dit, on peut pas se permettre d'avoir ce qu'on a vécu il y a 1 an où les prix du lithium sont montés au plafond et donc nous, la marge a disparu intégralement. C'est ça le risque. On a dit, nous devons contrôler ça et donc on achète des mines. On investit directement dans des mines de lithium, de manganèse, de cobalt, etc. Valérie Collet. Ce sont des investissements absolument colossaux que vous avez engagés. Ça, c'est très nouveau parce que maintenant, vous faites de l'intégration verticale. Vous êtes vraiment descendu jusqu'au plus bas de ces composants. En termes de coûts, parce qu'on connaît bien Stellantis pour faire la chasse à tous les coups. En termes de coûts, est-ce que justement ça vous expose pas trop d'en être arrivé là ? Je pense que ce qui expose, c'est de ne pas le faire. La crise des semi-conducteurs nous a rappelé qu'il suffit pas d'avoir un papier qui s'appelle un contrat pour que tout se passe bien derrière. Quand les fournisseurs ont dit non, j'en ai pas assez, je suis désolé, je dois partager entre les clients et qu'on leur a dit mais j'ai un contrat. Désolé.
Terminé, fin de l'histoire. Vous passiez derrière, en fait, l'électronique de loisirs, un certain nombre de marchés. Oui, bien sûr, parce que je vous rappelle, Covid, beaucoup de gens qui sont installés à la maison, beaucoup de semi-conducteurs pour des laptops, des tablettes, aussi, etc. Bon. Donc, reprise de contrôle de ça, c'est nécessaire. Et c'est pas une dépense d'énergie, c'est un investissement qu'on fait directement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un d'autre qui fait l'investissement et son investissement, il le répercute dans le prix de ce qu'il vous vend. Donc là, on préfère le faire directement, comme ça on a la main dessus et on le contrôle. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a recommencé à trouver du lithium dans l'Allier, en Bretagne, de l'hydrogène blanc dans le Béarn. C'est un peu œcuménique au niveau des destinations. Est-ce que Stellantis pourrait investir dans des mines en France ? Alors, tout à fait. On a déjà un beau projet de lithium géothermique. Alors ça, c'est super. Ça, c'est de l'eau géothermie, l'eau chaude qui revient du sol, que d'habitude on utilise parce qu'on récupère la chaleur et donc on crée de l'énergie. Et là, hop, au passage, on filtre le lithium qui est en haute concentration. Et ça, dans la vallée rhénane, il y en a pas mal. Dans la vallée du Rhin, il y en a pas mal. Donc ça, c'est le meilleur des lithiums parce qu'il est complètement décarboné. Donc on a effectivement... aujourd'hui, concrètement, aux quatre coins du monde, mais également en Europe et en France, des projets qui vont nous permettre d'assurer notre indépendance. Laurent Meillot. Il y a des aspects comme géopolitiques, parce que bon, on sait très bien qu'en Asie, pour les semi-conducteurs, ça reste quand même s'il y a des usines qui se font en Europe et aux États-Unis, si jamais il y a des tensions géopolitiques avec Taïwan, par exemple, ça pourrait être un sujet, indirectement. Vous avez entièrement raison. La géopolitique, j'en mange au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner le soir. La seule chose, c'est diplomatique que maintenant, tous les matins, en plus du reste. La seule, un peu de géoéconomie et de géostratégie au dessert aussi. Exactement. Et la seule chose, c'est qu'au final, si demain il n'y a plus de semi-conducteurs qui partent de Taïwan, on a d'autres problèmes que de pas avoir de nouvelles voitures, parce qu'il y a un peu tout qui s'arrête, concrètement, parce que tous les semi-conducteurs viennent de là-bas. Donc, si vous voulez, nous on essaye au maximum de nous protéger contre des éléments de risque qui seraient un peu spécifiques à l'automobile ou un peu spécifiques à Stellantis. On a quand même cette particularité d'être extrêmement fort en Europe, extrêmement fort aux États-Unis. Mais au final, à un moment donné, si la situation internationale elle s'envenime, nous, on peut pas faire grand-chose avec nos petits bras. Valérie Collet. Il y a des enjeux de souveraineté, donc à travers ces achats. Pour sécuriser ces produits dont vous avez besoin, l'Europe, elle essaye de mettre en place un certain nombre de moyens pour justement préserver cette souveraineté. Est-ce que vous comptez beaucoup là-dessus ou pas du tout? Parce qu'on se demande un peu quelles sont les relations de Stellantis avec les institutions européennes. On a des échanges absolument réguliers parce que au passage, ils sont extrêmement intéressés par nos initiatives, comprendre comment on lit le marché, les contraintes. Et donc, on a l'occasion de leur expliquer ça très régulièrement au niveau européen et au niveau national. Maintenant, effectivement, pour l'instant, la plupart des projets, on a investi nous-mêmes parce qu'on a la taille critique qui fait que de toute façon, on achète une mine, on a besoin de la totalité de la production de la mine vu la taille qu'on représente. Mais c'est extrêmement important que l'Europe et la France nous aident à lire en disant attention, telle partie du monde, c'est compliqué, faites attention. Ils nous aident énormément à lire, à comprendre, et ça, effectivement, ça guide et ça aide notre stratégie de manière importante. Mais il y a toujours un risque de changement de gouvernement, de coup d'État, de ceci, de cela, ça peut arriver, ça. Ah oui, c'est la vie. Oui. On est sur la même planète. Allez-y, Laurent. Oui, j'aimerais qu'on revienne sur une affaire qui empoisonne l'industrie automobile depuis une dizaine d'années, c'est le fameux... problème ou scandale, je ne sais pas comment il faut le dire, des airbags Takata. Alors bien sûr, c'est pas de votre faute et vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais c'est quand même quelque chose qui empoisonne l'industrie. Ces histoires de bombes à retardement en quelque sorte. Oui, effectivement, ça date, vous savez, ces productions 2009-2019. L'industrie aux quatre coins de la planète a eu à faire avec ça. Ce qui nous rappelle en permanence que la qualité, la rigueur dans le développement, le suivi des fournisseurs. Moi, j'ai 1000 personnes qui sillonnent le monde et qui vont auditer en permanence dans les usines, vérifier que les process sont appliqués, que les mesures sont OK pour prévenir un maximum de risques. On est une industrie de masse, on doit faire absolument tout ce qui est nécessaire pour prévenir, parce que quand on a un problème important comme celui auquel on fait face, effectivement, les conséquences sont importantes, et aussi parfois les conséquences sur nos clients, ce dont on est absolument désolé, quand on doit les amener à prendre un véhicule de remplacement, c'est pas de gaieté de cœur, mais on essaye de faire en sorte qu'ils s'en sortent le mieux possible. Et combien de véhicules concernés, si on a le chiffre aujourd'hui ? Vous savez, on a lancé un rappel sur les véhicules C3 et DS3 qui nous a amené à faire un arrêt de livraison, et donc c'est cela qu'on est en train actuellement de retoucher. On voit d'ailleurs que là, justement, il ne s'agit plus de prévenir. Maintenant, il s'agit de réagir, d'essayer de faire face à cette situation.
on voit que l'usine qui fabrique les airbags qui servent à être remplacés aujourd'hui, elle ne produit pas assez d'airbags par rapport à la demande aujourd'hui. Est-ce que vous, qui êtes justement chargé des achats et de l'approvisionnement, vous devez faire appel à d'autres fabricants, à d'autres usines que celles auxquelles vous aviez jusqu'à présent, vous étiez en affaires? Où on en est justement de ça? En fait, le début a été de reproduire le plus vite possible avec les lignes existantes. Alors vous imaginez, C3, DS3, les voitures sont plus en production, donc il se trouve que les lignes, elles étaient encore dans un coin, donc on a pu les remettre en état et les relancer. Enfin, le fournisseur s'en est occupé. Mais immédiatement, on lui a dit d'installer des nouvelles lignes. Donc, on a installé des lignes d'airbag comme si on faisait des nouveaux airbags pour être capable d'aller beaucoup plus vite et de faire en sorte que l'attente soit le plus faible possible. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Si, elles sont en train d'être lancées. Moi, on m'a dit hier ou avant-hier qu'on en était à 16 000. Je m'occupe des achats. Oui, non, justement. Vous êtes la bonne personne. Vous avez fait le contrat. Je peux vous dire, vous êtes la bonne personne. Moi, on m'a dit qu'il y avait 16 000 airbags qui étaient fabriqués chaque semaine en ce moment pour justement essayer de faire face à la situation. 16 000 sur 530 000 véhicules qui sont en stop drive, ça paraît un petit peu compliqué de pouvoir aller vite. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Le fait qu'on a augmenté les lignes, on a mis des lignes neuves, elles sont en cours de démarrage, donc on fait en sorte que la production, on la monte le plus vite possible. Après, une fois qu'on a dit ça, nous on fait d'un côté, on s'assure que nos clients sont protégés, donc on a communiqué, même si ça fait du bruit. Et de l'autre côté, on fait le plus vite possible, on réinvestit des nouvelles lignes, on fait le maximum, et entre les deux, on met des véhicules de courtoisie à disposition pour essayer de faire en sorte que les deux se rejoignent. Ça va durer jusqu'à quand, vous pensez, cette crise? Je peux pas vous dire, j'ai pas la date en tête. D'accord. Donc votre métier, c'est d'anticiper, de voir super loin et en même temps gérer les urgences. En fait, honnêtement, il y a que là qu'on est bon dans notre industrie. On le dit souvent, on appelle ça le double foyer. Il faut être là, maintenant et demain en même temps. Si vous êtes que sur le court terme, vous loupez les virages. Si vous êtes tout le temps de prévoir l'avenir, donc le même temps, ça marche toujours dans l'automobile. C'est nécessaire d'avoir cette capacité d'être dans la même journée sur des sujets à 10 ans et sur des sujets de demain matin pour être capable de faire fonctionner notre industrie. Ça, c'est une réalité. Sur Takata encore, Carlos Tavares dit que finalement, on n'est qu'à 530 000 rappels. Est-ce que c'est pas beaucoup plus que ça? Là, on parle de stop drive pour les gens qui ne doivent plus conduire leur véhicule. Est-ce que ça va pas beaucoup plus qu'au-delà de 530 000 véhicules? Ça, c'est effectivement les chiffres pour les C3, DS3 sur lesquels on a arrêté. On est en train de faire le remplacement des airbags pour nos clients. Ouais. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite, on va vous parliez de futur. Justement, les usines du futur, à quoi elles vont ressembler? Allez, à tout de suite. Voilà, dernière ligne droite avec Face à la presse ce soir avec Laurent Meillot de Mobility TV, Valérie Collet de journaliste au Figaro. Notre invité Maxime Picat, responsable des achats et de l'approvisionnement du groupe Stellantis. Forcément, il était temps un peu de parler d'avenir et de ces usines d'avenir, parce que forcément, quand on est un constructeur, on se projette. Il y a l'instant T maintenant, et que sera l'avenir? L'anticipation, ce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, et vous l'expliquez il y a quelques instants avec le problème des semi-conducteurs. Aujourd'hui, comment on réfléchit et à combien d'années? On réfléchit à 10 ans en sachant que le niveau d'incertitude augmente. Mais c'est pas parce que l'incertitude augmente qu'il faut pas réfléchir, parce qu'il faut essayer d'avoir un peu tous les scénarios en vue, et après on doit faire un choix, donc on essaye de les faire les meilleurs possibles. Pourquoi? Parce que la technologie avance trop vite? La technologie, les marchés, les réglementations qui bougent tout le temps, il y a beaucoup de choses qui se sont mis à bouger beaucoup plus vite qu'avant, et donc c'est là où la demande, les marchés, les réglementations évoluent beaucoup plus qu'avant. Et donc ça veut dire que le scénario qu'on imaginait avant, industriel, projet, véhicule, quel que soit, aujourd'hui, il sait pas vraiment l'avenir qu'il a en face de lui, et donc la flexibilité a pris énormément de valeur. Laurent Meillot. Vous connaissez bien ce monde de l'industrie, ce contact avec les syndicats. Les usines, elles changent beaucoup parce qu'en fait, il y a de la donnée, elles sont connectées, ces usines, et vous avez les moyens en fait de savoir quelles sont, au niveau de l'Europe, même du monde entier, quelles sont les usines les plus performantes en fait. Vous suivez ces indicateurs pratiquement en temps réel. Alors le fait qu'on se compare et qu'on regarde un certain nombre d'indicateurs partout dans le monde pour essayer d'avoir les meilleures pratiques et de les étendre, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Vous avez entièrement raison de dire que maintenant on a une question de temps réel et de beaucoup plus de données qui sont disponibles qui changent la donne.
mais j'ai envie de dire à l'intérieur d'une usine déjà toute seule. L'usine qui va se rendre compte que tout à coup, elle a un pic de consommation à un moment donné sur sa consommation d'énergie. Vous savez que depuis quelques mois... C'est un sujet. C'est un sujet. Et donc, effectivement, ça nous a permis de faire des progrès absolument extraordinaires et de baisser nos consommations d'énergie au même moment où les factures d'énergie explosaient. Vous avez fait plein de choses d'ailleurs. Enfin, il y a eu de la géothermie, il y a eu du solaire, il y a eu plein de choses. C'est comment j'accède à des sources moins chères, voire des sources qui ne sont pas dépendantes des prix du marché. Si vous avez vos propres cellules photovoltaïques, vous êtes beaucoup plus tranquille. Et puis sur la consommation, donc de l'autre côté, on a effectivement, en particulier grâce à ces outils d'analyse de données, réussi à identifier beaucoup plus de sources et à réduire nos consommations de manière significative. Valérie Collet. Les mines de data dont on dispose aujourd'hui, pour vous qui êtes justement le patron des achats, de la logistique, etc., c'est une mine, c'est un gisement d'infos pour baisser les coûts. C'est quoi vos pistes finalement pour essayer de profiter de toutes ces données pour tailler dans les coûts? On peut faire beaucoup de choses et pas que tailler dans les coûts d'ailleurs. Les data, elles sont assez utiles pour essayer d'améliorer la compréhension du futur. Avant, on disait c'est extrêmement difficile de prévoir. On disait voilà, on va vendre 200 000 véhicules de ce modèle-là en 2026, et puis en gros il y aura un tiers de diesel, un tiers d'essence, un tiers d'électrique. Voilà, on faisait ça. Maintenant, avec les outils data qu'on a, on est capable de dire à la pièce près, de faire une prévision sur un semi-conducteur, un capteur, un rétroviseur, une poignée de porte, jusqu'à ce niveau de granulométrie à 10 ans. C'est des choses auxquelles on n'avait pas accès. Donc ça nous permet d'être plus fiable dans les prévisions du futur. Donc ça, c'est un moyen de le faire. Sur la baisse des coûts, effectivement, on est capable de comparer dans tous les sens, toutes les pièces du monde à chaque instant et de comprendre, tiens, pourquoi ma poignée de porte encore, elle est une fois et demie plus chère ici que là, c'est la même, qu'est-ce qui se passe? Avant, il fallait passer des lignes, les unes après les autres, des listes, main à main, comparer les chiffres. Donc on a gagné de la capacité de traitement de la data, mais il faut encore des gens qui réfléchissent une fois qu'ils ont la data. Alors moi, j'ai encore une question sur ce sujet-là, parce qu'il y a quelques jours, vous avez annoncé que Stellantis allait faire des baisses de coûts. On parlait de baisse de coûts. Il en sera parce que vous allez vous fournir chez des fournisseurs qui seront dans des pays à bas coût. Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'où vous allez pouvoir aller dans ces pays à bas coût avec les fournisseurs auxquels vous allez contracter? Dans quel pays vous les ciblez? Parce que je crois que ce volume de baisse de coûts va être très important dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus sur à la fois le type de fournisseurs visés et les pays visés? Je reviens au point de départ de tout à l'heure, qui est effectivement, on voit que la concurrence se développe, en particulier la concurrence chinoise, et quand on regarde, il y a effectivement un certain nombre de fournisseurs qui réussissent à avoir des pièces à des prix extrêmement compétitifs. Nous, on se bat pour essayer de conserver notre empreinte industrielle. Vous savez, toutes les usines qu'on a en France, et en Italie, et en Allemagne, on veut les garder. La solution, c'est qu'elles soient extrêmement performantes, ce dont on vient de parler. Donc, on les mette au meilleur niveau. Et au-delà des data, il y a aussi tout ce qu'on a fait pour les compacter, pour qu'elles diminuent leur empreinte, leur coût de maintenance, leur coût d'énergie. Et il faut que les pièces qui les nourrissent soient au meilleur niveau de compétitivité. Sinon, on n'est jamais capable d'avoir une voiture qui sort de nos usines françaises, qui est capable de faire la compétition avec les véhicules chinois ou coréens ou je ne sais quoi. Et donc, effectivement, ça nous amène à trouver des fournisseurs, et on en trouve en Chine, en Inde, en Thaïlande, en Maroc, en Turquie, sur quel type de techno, de pièces, en fait, des fournisseurs de quoi, par exemple? Vous avez des fournisseurs de tout. Par définition, les fournisseurs chinois, ils font les voitures de A jusqu'à Z. Donc il y a pas d'éléments du véhicule qui n'existent que en Europe ou qu'aux États-Unis. Vous avez tout partout. Après, il faut regarder la compétitivité, la qualité, les coûts logistiques. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a des pièces qu'on s'est ramenées de nulle part. Elles sont tellement grosses qu'elles peuvent être que produites à 10 km à la ronde. Ça existe aussi. Donc on regarde en fonction des tailles de pièces, des technologies, de la compétitivité des fournisseurs. Le but étant qu'on donne encore une fois la possibilité à Sochaux, à Ordin, à Mulhouse, d'avoir une compétitivité des coûts, de leurs propres coûts, mais des pièces qu'ils achètent, qui font que la pérennité de ces usines est assurée parce qu'elles seront en train de fabriquer des voitures au bon coût. Alors justement, Carlos Tavares a dit que sur ce sujet, il pensait que ça aurait des conséquences probablement sociales sur les usines, les fournisseurs qui fabriquent dans les pays occidentaux, mais il a dit, à vrai dire, cette question, il faut pas me la poser à moi, il faut la poser à l'Europe, c'est de la faute de l'Europe. Moi, j'essaie juste de continuer à faire mon métier dans les meilleures conditions et de faire des économies, donc ça va avoir des conséquences. Forcément, ça a des conséquences. Mais c'est quoi l'alternative ? Nous, on est ouverts, on écoute. Mais l'alternative aujourd'hui, si on se bat pas pour être capable d'amener à nos clients des véhicules aussi compétitifs que nos concurrents, on fait quoi ?
On espère qu'il y a une loi qui nous protège. On va demander une loi Stellantis qui fait que nous, on peut gentiment vivre dans un autre monde. Non, le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet pour les Européens et les Français aujourd'hui. Ils ont besoin d'avoir des véhicules surtout décarbonés qui restent accessibles. Et donc, il faut qu'on mette en place tous les leviers. Laurent Meillot. Excusez-moi de poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème lié à la personne de Carlos Tavares qui, par son visage, l'austérité qu'il dégage et finalement cette discipline de fer, qui est profitable d'ailleurs pour le groupe, ça au niveau des résultats, on le sait très bien, mais est-ce que ça donne pas l'image d'un groupe finalement qui reste très froid et qui recherche avant tout à serrer les boulons un peu partout? Je pense qu'il faut se rappeler que ce groupe, il est l'héritage de 2 groupes, qui s'appellent PSA, qui s'appelle FCA, et vous pouvez rajouter Opel au milieu de ça. Ce sont 3 entreprises qui ont été au bord de la mort. On peut faire les malins après en disant on trouve le style du manager, un peu ceci, un peu cela. Carlos Tavares, il nous a sauvés. Il a fait qu'aujourd'hui, vous avez en France... Et personne ne croyait au rachat d'Opel, d'ailleurs. Personne ne croyait à grand-chose. Mais maintenant, on fait la fine bouche. Sans lui, on n'aurait pas ce groupe fort qui est capable d'investir dans des gigafactories en Europe, qui est capable de dire je vais investir dans des mines de lithium et de pérenniser le futur. C'est tout ça qu'il est en train de faire. Ça se fait pas en gagnant pas d'argent. Comment vous voulez investir 500 millions dans des mines, avoir plus de 10 milliards de contrats avec les semi-conducteurs de futur et ouvrir des gigafactories qui coûtent 3-4 milliards chacun, si vous n'avez pas devant vous une entreprise que vous avez au meilleur niveau de la rentabilité? Et ça, on le doit à Carlos Tavares. À ce propos, vous avez 14 marques, pas d'autres partenaires en vue ou de fusion, de discussion, de tractation? On a un magnifique plan sur notre magnifique entreprise et un petit partenariat avec Leapmotor. On va se concentrer là-dessus, c'est déjà assez de boulot. Juste un petit mot sur la voiture autonome, puisque c'est quand même la voiture de demain. On en est où chez Stellantis? On continue à développer nos solutions qu'on appelle de niveau 3. Vous savez, les choses sont progressives. D'abord, on va réussir à conduire sans les mains, un jour sans les yeux. Ce sont des défis technologiques. Faut être un peu, faut parler vrai. Chaque délai annoncé par un constructeur a été reculé d'1 an tous les ans. Ce sont des défis technologiques extraordinaires parce que tout à coup, la responsabilité est sur la voiture. Donc, il faut anticiper tous les cas possibles et imaginables. Donc, on a développé des équipes logicielles qui font des progrès assez importants et maintenant, on a accéléré parce qu'on développe une bonne partie nous-mêmes. Donc, on va amener des véhicules sur le marché comme on s'y est engagé. Mais c'est un vrai défi technologique. Une question très rapide. Dans 10 ans, il y aura encore des usines en France? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé ma carrière à Mulhouse, j'ai travaillé à Sochaux après, je connais le savoir-faire des équipes, et encore une fois, elles bossent, nos équipes. Elles ont fait des transformations de leurs usines. Allez voir à Sochaux. Sochaux est né au bord d'une départementale et puis a un peu grossi, a pris du poids en allant jusqu'à l'autoroute. Maintenant, on a ramené l'usine dans son périmètre initial, extrêmement compacte, extrêmement performante. On lui a donné un avenir. Et juste à côté de vous, vous avez une marraine du football club de Sochaux-Montbéliard d'ailleurs. Et est-ce que vous croyez à la relocalisation aussi en France? De quoi? Des batteries, des usines, on le fait, des semi-conducteurs, certains le font, bien sûr. Il y a beaucoup d'éléments à haute technologie qu'on va réussir à ramener en Europe. Merci beaucoup Maxime Picat d'avoir été avec nos responsables des achats et de l'approvisionnement du groupe Stellantis. Merci à nos journalistes Laurent Meillot de Mobility TV et Valérie Collet, journaliste au Figaro. Allez, nous on vous retrouve demain à partir de 17h dans Les Vraies Voix. À 20h le flash, à 20h l'essentiel de Sud Radio, mais tout de suite, Sud Radio à votre service, Cécile de Ménibus. Merci à notre formidable équipe, salut, à demain.